Bonjour à tous, et bien voilà, il est 12h31, nous sommes dans le ZCL News jusqu'à 14h avec Naïla. Bonjour. Bonjour. On a vu un petit peu parti Maïké Ouvine, j'espère, puisque le boutin est revenu. Nous sommes en vert enfin, après 2 ou 3 journées de jaune. Et aujourd'hui, nous avons des invités, et notre invité principal sera Manuela Montou. Bonjour, chargée de projet. Bonjour. Bonjour, monsieur Dantonis. On va recevoir un peu plus tard un musicien. Ben, tiens, on parlera de Goka, William Flessel. Bien avant, il y aura Camille Pélage qui vient parler de la route du Rhum. C'est un conseil régional qui est aussi chargé de projet pour cette route du Rhum avec monsieur Nelson que nous avons reçu avant hier. Et à la fin du ZCL, on aura le plaisir de rencontrer Dimiat, qui est le parrain du Read Hand, puisque c'est une opération pour aider les handicapés, et c'est très important. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités. On vous salue si vous êtes avec nous. Nous sommes en direct de RHT Radio Haute Tension. Nous sommes aussi en direct de C10 FM sur 103, donc vous avez la possibilité de nous écouter à la radio, mais de nous voir sur le net, sur le Facebook, et aussi en direct à la télévision sur Canal. Sur l'information, on va démarrer tout de suite avec l'élection de Marie-Louise Panchard. Tout à fait, il y a quelques heures, c'est tombé. Marie-Louise Panchard est élue la nouvelle présidente du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Donc elle a été élue avec 12 voix sur 17. Effectivement, on le sait, c'était 2 femmes pour un fauteuil. Effectivement, son adversaire était Brigitte Roth, qui malheureusement n'a pas été élue. Reportage Charlie Dagonia. Bien écoutez, je sais que les réseaux sociaux ont déjà fonctionné, donc sans plus tarder, je vous annonce que Mme Marie-Louise Panchard a été élue présidente et M. Bruno Blandin a été élu vice-président au cours d'un vote d'une exceptionnelle sérénité, parce que tout le monde est conscient, et la présidente, je n'en doute pas, va vous le confirmer, des enjeux extrêmement importants que revêt ce port, ce grand port, qui est un élément stratégique pour le développement économique de la Guadeloupe. Vous savez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Je tiens à remercier tous les membres du conseil de surveillance qui m'ont fait cet honneur de présider le Grand Port Maritime. J'associe à mes remerciements le président Henri Chalus et Bruno Blandin, avec lesquels je partage beaucoup de convictions dans le domaine économique pour que le port retrouve sa place en matière de développement économique. C'est un enjeu stratégique très important. Je pense qu'il faut une parole forte pour comprendre ce qui va se construire. Surtout, j'ai insisté sur le fait qu'il faut que la Guadeloupe redevienne un peu ce qu'elle devait être autour de son ambition maritime. Vous savez qu'on porte beaucoup de projets autour de la croissance bleue, donc le port a son rôle à jouer. Il faut cette bonne cohérence avec les acteurs du monde économique, avec les collectivités locales, en particulier la région Guadeloupe. En tout cas, je veux aussi saluer le climat dans lequel cette élection s'est déroulée. Je veux aussi saluer le geste de Madame Roth, qui a retiré sa candidature au poste de vice-présidente, parce qu'aujourd'hui l'élection elle est derrière nous. Maintenant on doit travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe. Voilà donc une affaire qui est réglée, puisque il y a 2 ans, Henri Chalus avait perdu, entre guillemets. Cette fois-ci, les choses sont entrées dans l'ordre. J'ai l'impression qu'il doit être très heureux. En tout cas, on ne va pas quitter le domaine de la région, puisque après Mme Panchard, on va recevoir plus tard Camille Pélage, mais entre les deux, nous avons Manuela Montou. Bonjour. Bonsoir, monsieur Jean-Denis. Elle est chargée de mission au développement culturel depuis plus d'une vingtaine d'années. Cette dame qu'on ne voit pas, ce sont ce qu'on appelle quelquefois les petites mains qui font que le développement culturel, les industries culturelles créatives se font dans ce pays. Et donc, Madame Montou a accumulé beaucoup de compétences à ce domaine-là. Elle connaît beaucoup de choses, mais aussi, elle a été l'auteur du Master 2, et j'ai plaisir à vous le présenter. Ça s'appelle « La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe, quels enjeux ?» L'exemple du Goka, à plus de 50 ans, elle a décidé de retourner sur les bancs de l'université. Elle a passé son master, maintenant elle enseigne aussi à cette université. C'est intéressant pour les gens de cet âge-là qui se disent quelquefois, j'ai trop vieux, non, pas trop vieux pour apprendre. Manuela, merci d'être là. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez une véritable expérience dans le domaine du développement de l'action culturelle au sein de la région. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce poste à l'époque, il y a 20 ans? Alors,
Donc il y a 20 ans, il y a eu une réorganisation des services. En 2005, le service du spectacle vivant a été créé. À ce titre, je venais de réussir au concours d'attaché territorial et donc tout naturellement, j'ai postulé pour ce poste d'encadrement. Tout était à faire au niveau du spectacle vivant. Donc il faut savoir que le spectacle vivant, c'est un domaine qui brasse les thématiques concernant la musique, le théâtre, la danse, le carnaval. Et hormis l'instruction des demandes de subventions que l'on avait à faire avec mon équipe, il s'agissait de mettre en place des événements d'envergure. Donc on a tout d'abord commencé par le Guadeloupe Festival. Donc tout le monde a entendu parler de cet événement qui se déroulait au mois de novembre. Ensuite, il était question de valoriser le patrimoine culturel immatériel à travers l'organisation d'une cérémonie de remise de prix qui s'appelait la cérémonie des Élois d'Or. Oui. Et vous avez vu... on va en parler, on verra les images. Mais je voulais, avant, Manuela, vous demander est-ce que vous avez au départ une sensibilité vers les choses de la culture? Alors, hormis une sensibilité personnelle en matière de danse et de chant, je n'ai pas on va dire, de cursus culturel. Mais simplement en tant qu'attaché principal, nous avons quand même des compétences transversales et le domaine de la culture, comme n'importe quel domaine, est un domaine sur lequel il y a des pratiques à mettre en place, en tout cas une façon de traiter les projets de la même façon que si l'on traitait un autre domaine. Alors, on va revenir, puisque vous en parliez, sur le Guadeloupe Festival qui s'est déroulé à plusieurs reprises. Je vois sur ce livret plein de photos de 2009 et encore une autre 2012. Quand ce festival est né, quelle était sa vocation ? Alors au départ, la vocation de ce festival était déjà de brasser les musiques caribéennes. Donc avoir non seulement des scènes, une scène internationale, mais aussi une scène locale pour que tous les artistes se confrontent et en tout cas voient un peu ce qui existe en matière de panel d'excellence et en tout cas ce qui se passe dans la Caraïbe. Donc l'enjeu déjà c'était animer le territoire, mais aussi structurer le terrain et permettre aux artistes, aux intermittents, non seulement de faire leurs heures, mais aussi de travailler, parce qu'il y a quand même toute une série de métiers qui tournent autour de l'organisation d'un festival. Vous savez, il y a des producteurs, des organisateurs, des loueurs de salles, tous les gens qui foisonnent en tout cas dans le domaine de la créativité. Et donc l'enjeu principal, c'était ça, l'animation et la structuration du territoire. En matière d'organisation, c'est lourd à organiser un Guadeloupe Festival? Le Guadeloupe Festival a quand même été un événement de plus d'1 million d'euros, nécessitait quand même une certaine organisation de la direction. Donc je n'étais pas seule autour de ce projet, puisque plusieurs directions émergeaient au sein d'un comité. Il faut savoir que c'est un projet qui se mûrit sur le long terme et qui nécessite beaucoup de réajustements. Et c'est pour ça que pendant plusieurs années, vous avez vu que le Guadeloupe Festival a eu plusieurs formes, notamment le Guadeloupe Festival Bocaz, puisqu'il y avait quand même des remontées du terrain qui disaient que oui, on reçoit des pointures internationales, mais que les Guadeloupéens ne sont pas dans la programmation. Donc le Bocaz a essayé quand même de répondre à cet enjeu, et on a quand même eu plusieurs artistes qui ont été programmés à travers ce Bocaz. Vous avez vu Tricia Evie, Winnie Kawana, Paola, Tony Lauder. On les a vus tout à l'heure, on va peut-être les revoir, tous ces artistes, d'artistes qui ont été programmés sur le Bocaz. Donc, comme je vous disais, il y a eu quand même plusieurs formes dans l'organisation pour tendre vers un festival de proximité. Alors, le spectacle vivant, question de Naïna peut-être. Pas tout de suite. Bon. Alors, le spectacle vivant, ce n'est pas que la musique, il y a aussi le théâtre. Oui, il y a le théâtre. J'ai le sentiment, c'est mon sentiment, que le théâtre est moins mis en valeur en Guadeloupe que la musique. C'est normal ou c'est juste une impression que j'ai? Alors, c'est peut-être une impression que vous avez, mais il y a quand même un travail de fond qui se passe, parce qu'au niveau du théâtre, il y a un gros travail de création, d'écriture, qui se fait sur le long terme. Il y a peut-être plus, le cheminement est beaucoup plus long en matière de théâtre, mais il y a eu de vrais projets qui ont été montés pour la valorisation justement du théâtre
en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur du territoire, à travers la programmation des artistes au Festival de théâtre d'Avignon. Il faut savoir que c'est un grand marché du spectacle vivant, et quand on passe à Avignon, on peut jouer sa pièce 22 fois, on peut faire la promotion de son spectacle, on peut être visible et on peut réajuster son spectacle, et aussi être confronté à des professionnels qui peuvent vous permettre de tendre vers l'excellence. Parce que vous avez accompagné des comédiens, des troupes à Avignon notamment. Oui, j'ai eu à accompagner plusieurs compagnies, notamment la compagnie de Gilbert Lomor. Vous avez eu aussi Laurence et Laurent pour le spectacle de Domino. Winnie Kawena et Roland Louis ont présenté la pièce... alors j'ai un trou par rapport à une pièce en tout cas pour la valorisation de la Biguine. Et d'ailleurs ce spectacle est très intéressant, et en tout cas intéresse beaucoup de programmateurs, parce qu'on est vraiment sur le patrimoine immatériel qu'il est nécessaire en tout cas de sauvegarder. Alors, l'autre domaine, c'est la danse. Avant de venir au Goka particulièrement, la danse, est-ce que là aussi, la danse a trouvé son ballon? Alors, en matière de danse, donc la collectivité avait soutenu l'habilitation de l'archipel pour le DE Danse, parce qu'il faut savoir que ce DE Danse allait disparaître en Guadeloupe, et il était nécessaire de trouver une structure qui l'apporte. En ce moment, vous avez en région une chargée de mission qui a repris le travail, et Madame Pigranier, qui s'occupe de ces questions d'enseignement artistique, et le DE Danse et toutes les autres disciplines dans l'enseignement artistique, en tout cas, sont traitées à son niveau. Oui. Voilà. Donc pour la danse, vous avez des élèves qui sont formés au DE et à l'EAT. Et donc, ça c'est le... Alors, on va essayer de globaliser, mais quand même, il faudrait dire deux petits mots sur une manifestation qui s'est déroulée il y a encore peut-être 3 ou 4 ans, le Creole Fashion Day, c'est-à-dire on a eu l'occasion de voir ici Jean-Paul Gaultier, qui est un grand spécialiste, un grand couturier européen, franco-européen. Et comment ça a été lancé, cette sorte du Creole Fashion Day? Pourquoi et comment? Alors, le Creole Fashion Day, en fait, c'était un projet qui émergeait sur une opération Interreg Buzz Caribbean qui avait pour ambition de valoriser, en tout cas de mettre en valeur le secteur de la mode et du design. Oui. Donc, ce projet consistait à travers les Creole Fashion Day. Ce sont des rencontres professionnelles où les stylistes, les designers de la Caraïbe se rencontraient pendant quelques jours pour échanger sur différentes problématiques, notamment des problématiques de sourcing, d'approvisionnement, parce qu'il faut savoir qu'il y a un réel problème en sourcing, et un problème de production, parce que il y a une grosse créativité, mais si la production est à l'unité, c'est pas intéressant. Il faut vraiment une production de masse. Et d'ailleurs, il est étudié, en tout cas, la possibilité de travailler avec les pays de la Caraïbe, Haïti et Saint-Domingue, qui ont vraiment des structures de production, des unités de production très structurées, et peut-être que l'idée, ce serait d'engager un conventionnement avec eux pour que la production ne reste pas figée au niveau local, mais qu'elle puisse peut-être être délocalisée pour mieux revenir sur le territoire. Et Creole Fashion Day reviendra? Peut-être. Alors, le projet est à l'étude pour 2019. D'accord. Alors, venons-en un petit peu avant de parler du Goka. Je vous disais qu'on fait le tour de ce qu'on appelle les industries culturelles créatives. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qu'on appelle les ICC commencent à prendre corps et à se développer dans notre pays? Alors, de toutes les façons, si vous constatez sur le territoire, on a un foisonnement culturel permanent. Oui. Ça n'a jamais cessé. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il faut bien voir que l'industrie culturelle, c'est l'ensemble des secteurs qui contribuent à la création, la valorisation, la recréation, et de manière quand même avec des contenus artistiques et culturels forts. Oui. Donc c'est vraiment cette chaîne-là qu'il faut valoriser.
et structuré. Donc, et structuré surtout. Et structuré. Donc, en tant que chargé de mission, donc c'est un des objectifs qui m'a été fixé. Donc, déjà à travers l'état des lieux du territoire, des études ont été lancées. Donc, par exemple sur la mode et le design, connaître véritablement le territoire, les tendances, pour avoir des données fiables pour pouvoir travailler sur le long terme. Pareil pour la musique, il va y avoir le lancement d'une étude pour recenser l'ensemble des petites structures de diffusion, pour savoir effectivement les jauges, la capacité en tout cas de ces structures de diffusion, l'état de leur matériel scénique, technique, pour éventuellement apporter des aides complémentaires en investissement, pour qu'il y ait une émulation sur le territoire, que tout le territoire soit maillé en tout cas, et que les structures puissent mettre en place une programmation artistique, mais aussi des activités culturelles pour tous. Qu'il y ait une espèce d'attractivité du territoire au sein de cette première petite structure de diffusion, et non pas simplement se focaliser sur des grands événements d'envergure, mais qui ne participeraient pas en tout cas à l'animation culturelle du territoire. Parce que l'autre difficulté, c'est de faire en sorte que les producteurs d'action culturelle, enfin les artistes, puissent vivre de leur art, et c'est la difficulté ici jusqu'à maintenant. Oui, la difficulté, elle n'est pas nouvelle. Faire les 607 heures pour un intermittent, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que plusieurs petits projets tendent dans ce sens, par exemple le CEDAC, le collectif des espaces de diffusion des activités culturelles, c'est une association en fait qui regroupe l'ensemble des responsables des structures de diffusion majeures, pour lesquelles dès qu'un spectacle est sélectionné, il peut tourner au moins une dizaine de fois. Donc là déjà on a une assurance que la personne qui a son spectacle peut le faire tourner plusieurs fois. Après, il y a d'autres actions, par exemple des dispositifs cadres pour le déplacement des artistes, pour qu'ils puissent aller à l'extérieur et être confrontés à d'autres projets. Alors, puisque vous en avez parlé, est-ce qu'on peut dire que nos artistes sont, entre guillemets, c'est une question bien sûr, trop dépendants des subventions régionales? Non, je ne dirais pas ça, parce qu'on se rend compte que, en tout cas, le constat qui a été fait, c'est que de moins en moins d'artistes sollicitent des subventions, des accompagnements pour des projets d'envergure. Et je vois que de plus en plus, les personnes se font conseiller pour avoir des financements autres, complémentaires de la région. Vous avez toutes les sociétés civiles, Siladami, la Spéditam, qui peuvent accompagner en matière de création, en matière de circulation, de diffusion. Vous avez aussi les fonds européens. Avec Europe Créative, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc les projets, de plus en plus de personnes sont au fait de l'actualité, se spécialisent, des administrateurs se forment, et c'est tant mieux, puisque du coup, vous avez des projets de tout type. Oui. Alors, venons-en un peu à votre travail que vous avez réalisé, ce Master 2 en direction des projets culturels, la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel de la Guadeloupe. Quels enjeux? L'exemple du GOCA, on en parle parce que nous sommes dans la 3e année. Après quatrième année, pardon. La quatrième année. On est en même période d'anniversaire. On pense d'ailleurs à M. Cotelon qui a initié ce travail. Mais vous, qu'est-ce qui vous a mis qui vous a boosté dans ce domaine? Vous avez pu prendre la biguine, vous avez pu prendre, je sais pas moi, une autre danse ou autre chose, puisque l'immatériel, le patrimoine culturel immatériel, il n'y a pas que le GOCA, puisque vous examinez un peu. Pourquoi le GOCA? Alors, le GOCA, donc, dans le cadre de ce Master 2 en direction de projet culturel, donc il fallait trouver une accroche pour moi sur l'immatériel. Donc à l'époque, je travaillais sur le festival de GOCA. Oui, de Sainte-Anne. Et j'avais aussi accompagné le groupe 700 Atto au Babelmed, à Marseille. Oui. Et au Babelmed, je me suis rendu compte que les problématiques de patrimoine culturel étaient vraiment importantes. Et d'ailleurs, une table ronde avait été organisée pour justement faire le parallèle entre les deux inscriptions, le Maloya et le GOCA, montrer les enjeux, montrer ce qu'il y avait comme répercussion sur le territoire. Donc c'est tout naturellement, en fait, dans le cheminement de
ma mission de chef de service spectacle vivant que j'ai eu à travailler sur ce domaine. Et donc le thème était une évidence en tout cas. Parce que vous dites, Yolanda, je me suis sentie un peu étrangère à cette culture. Oui, bien sûr, parce que de par l'éducation, on n'a pas forcément le gros cas dans ses activités artistiques, plus le piano classique ou autre chose. Oui. Donc c'était l'occasion pour moi de me réconcilier avec aussi un patrimoine qui était un peu délaissé. Alors, cela dit, c'est un travail quand même important puisque vous avez vu une soixantaine d'intervenants à peu près que vous avez interviewés. Comment ça se passait quand vous, qui n'étiez pas très gros cas au départ, vous ne saviez pas grand-chose sur le sujet, vous allez interviewer des gens qui étaient experts dans le domaine. Comment vous étiez un petit peu à ce moment-là? Quelle était votre posture? Alors, je vais dire que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que pour avoir été en contact avec beaucoup d'associations à la région, soit dans mon bureau, soit sur le terrain, le contact était facilité. Le contact a été facilité. Voilà, a été facilité. Donc, ça a vraiment été une expérience très, très intéressante, très enrichissante. Et j'ai pu quand même être au cœur de la problématique. Oui, parce que quand on voit le travail qui a été fait, je vous le disais tout à l'heure, vous avez une bibliographie très importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites finalement sur le Gouka. Et aussi, il y a des étrangers qui se sont intéressés à notre musique. Oui, alors vous avez Gino Sitson qui est aux États-Unis, qui a fait sa thèse sur la voix. Oui. Et puis Jérôme Kamal, qui lui a vraiment décortiqué toute la patrimonialisation du Gros-Cas à travers toute l'histoire en fait de cette patrimonialisation. Alors, alors il y a quelque chose que j'ai noté et je voulais que vous interrogiez là-dessus. Vous dites le Gros-Cas comme le poteau mitant d'une industrie culturelle créative. Pourquoi le Gros-Cas? Parce que quand je prends l'exemple du zouk, par exemple, vous n'en parlez pas beaucoup dans votre travail, avec Kassav, enfin tous les groupes qui ont existé, il y a eu quand même un développement de cette musique au niveau international, peut-être davantage que le Gouka. Ce n'est pas une valorisation que je dis simplement voir ce qui est, et vous choisissez le Gouka comme le poteau mitant. Oui, alors j'ai choisi le Gouka, alors déjà pour plusieurs raisons, il représente l'identité, l'âme de la Guadeloupe, mais aussi parce que il y avait eu cette inscription du Gros-Cas. Oui, bien sûr. Et cette inscription. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Gros-Cas et pas d'autres exemples, mais tout en disant que le fait d'avoir inscrit le Gros-Cas sur une liste représentative de l'UNESCO, ça ouvre la porte aux autres éléments qu'il est nécessaire de sauvegarder. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une méconnaissance de toutes ces pratiques d'inventaire, parce que l'UNESCO impose la sauvegarde, puisque la France a ratifié la Convention de la sauvegarde pour le patrimoine culturel immatériel. Elle l'a ratifiée en 2006. Et à ce titre, les États qui ont signé la Convention se doivent de mettre en place des mesures de sauvegarde. Et quand on parle de mesures de sauvegarde, on parle de mesures de collecte, on parle d'identification, on parle de recherche, on parle de transmission. Donc, il était intéressant de soulever ce point parce que beaucoup de personnes ont cette méconnaissance déjà de la notion de patrimoine culturel immatériel par rapport à la notion du bâti, qui est une notion figée. L'immatériel, on est sur du patrimoine vivant. À tel point, on a pu voir la polémique qu'il y a eu avec la place des femmes, la place des femmes dans le Gros-Cas. Il y a toute une polémique parce que le monde du Gros-Cas se pose encore des questions, alors que l'UNESCO vous dit bien que l'élément doit être recréé en permanence. Donc ça doit créer un dynamisme, mais avec les communautés actuelles. C'est-à-dire que si vous avez des jeunes qui veulent faire évoluer la pratique, ça va dans le sens de la Convention. Donc il ne faut pas non plus se cantonner au fait que c'est notre patrimoine, il doit être figé et il doit être retransmis de manière identique. Donc là, il y a tout un débat autour de ça. Voilà, en parlant de débat, parce que vous intervenez, vous faites votre étude au moment où justement le débat sur le Gouka à l'UNESCO était encore très vif, parce que vous avez rencontré des pour et des contre. Comment vous avez pu vous faire une idée? Alors je pose la question parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le débat s'est un petit peu calmé, ça s'est apaisé. Vous étiez pour ou contre le Gouka soit reconnu à l'UNESCO?
Moi, par nature, je suis pour tout ce qui va dans le sens de l'évolution des choses, puisqu'on est obligé on est dans le développement durable, faire avec les générations qui arrivent. Donc, personnellement, j'étais pour. Mais c'est vrai que j'avais besoin de comprendre, parce qu'il y avait quand même pas mal d'intellectuels qui y restaient sur cette position défavorable. Oui. Et ce qui m'étonne, vous les avez rencontrés? Je les ai rencontrés. Ils étaient virulents à l'époque? Non, on va dire que peut-être qu'au moment où ça s'est fait avec Félix Cotellon, peut-être, mais au moment où je les ai interrogés, le discours était quand même plus apaisé, beaucoup plus de recul, mais en expliquant que s'ils étaient défavorables à cette inscription, c'est parce qu'ils se disaient que l'État français avait dévalorisé le créole, le gros cas pendant des années, et pourquoi est-ce qu'il serait maintenant légitime pour l'inscrire. Il y avait ça. Et aussi ces problèmes de propriété intellectuelle. Oui. Parce que se dit, je crée une musique, je crée quelque chose, elle part, comment je peux après être assuré d'avoir des droits? Donc c'était vraiment les deux problématiques. Oui. Déjà 12h55 déjà. L'entretien est pratiquement terminé. Juste deux petits mots, ouais, c'est très cool, donc je suis obligé de revenir. Deux mots sur le carnaval comme élément du patrimoine immatériel aussi, comme le Goka. Oui, parce que, vous savez que le carnaval génère beaucoup de créativité. Oui. Alors, on est vraiment dans l'immatériel parce qu'on est dans des pratiques, dans des savoir-faire qui sont particulières de chez nous. Et voilà, donc ça rentre vraiment dans la lignée oui. de tout cet immatériel. Sauf qu'il y a une volonté avec la création de l'office du carnaval, de professionnaliser le carnaval. Vous avez le sentiment que ça avance? Alors, en 2008, donc j'ai participé avec Monsieur Gano. Ah, oui, Patrick Gano. Avec oui, Monsieur Gano, oui. Alain Gano. Voilà. Alain Gano, oui. Voilà, nous avons participé à la création de l'office en 2008. Oui. En 2008, avec comme objectif justement de mieux structurer les fédérations, les comités, les associations, mais aussi de faire du carnaval un élément d'attractivité à travers la création d'une licence, à travers la création de produits qui pourraient être valorisés à l'extérieur. Voilà, donc c'est en ça que le carnaval est aussi une industrie culturelle et créative. Vous avez le sentiment que ça a réussi? Le cheminement est un peu long, mais on y vient et il y a quand même, vous regardez les différents carnavals, ça se passe vraiment très très bien, en tout cas en matière de foisonnement culturel. En tout cas, merci Manuela Moutou d'être venue pour cette première émission dans le ZCL News. Je rappelle donc le titre de... Ce sera un ouvrage un jour, sera publié? C'est en réflexion. En réflexion, ça s'appelle La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe. Quels enjeux? L'exemple du Goka, si ça devient un ouvrage de bain, il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un vrai travail d'études et surtout de rencontres avec beaucoup de professionnels et de musiciens et de gens qui sont autour de la musique, d'historiens, de chercheurs. Et Madame Manuela Moutou a travaillé pour ça. J'imagine que vous avez dû avoir un très bien pour ce master. Oui, bien sûr. Voilà, je le pensais tout bas, vous l'avez dit, et comme je le disais, ça mériterait même d'aller plus loin, un doctorat. Voilà, 12h57, on prend une pause publicitaire, 58 même, on se retrouve tout à l'heure avec Naïla pour le développement de l'actualité et aussi pour rencontrer nos autres invités qui sont là. L'information continue dans les ZCL News, à tout de suite.